Mon mari s'est moqué de moi devant sa famille. Sans moi, elle n'aurait rien. Sa mère a ajouté, et ne serait personne. Tout le monde a ri. J'ai regardé mon mari. Tu veux le lui dire? Il est devenu blême. Sa mère a froncé les sourcils. Me dire quoi? Le dîner du dimanche chez ma belle-mère n'en était même pas encore au café lorsque mon mari a levé son bourbon, m'a pointé du doigt et a dit, sans moi, elle n'aurait rien. Tout le monde a ri. Pas un petit rire poli, non plus. Un vrai rire. Ma belle-sœur, Denise, s'est penchée en arrière sur sa chaise. Son mari, Rick, a failli renifler du thé glacé par le nez. Puis Marilyn, ma belle-mère, m'a souri par-dessus le bord de son verre de vin et a ajouté, et ne serait personne. Cela a provoqué une autre salve de rire. J'ai regardé mon mari. Marc souriait toujours. Alors j'ai dit, tu veux le lui dire? Son sourire a disparu si vite que c'en était presque impressionnant. Marilyn l'a remarqué. Elle a baissé son verre. Me dire quoi? Marc m'a regardé, puis a regardé sa mère. Rien. J'ai dit, rien. Il a ajouté, Laura fait sa dramatique. J'ai hoché la tête. D'accord. Ce seul mot l'a dérangé plus que si je lui avais jeté ma serviette à la tête. Ça se voyait. Pendant le reste du dîner, Marc n'a cessé de vérifier mon visage chaque fois qu'il pensait que je ne regardais pas. Marilyn a essayé de faire avancer les choses en interrogeant Denise sur ses nouveaux comptoirs de cuisine. Rick a commencé à parler des impôts fonciers. Quelqu'un a mentionné les Bengales. La conversation familiale normale est revenue en rampant sur la table comme si elle s'était cachée dessous. J'ai mangé une demi-part de gâteau au fromage. Marc a à peine touché au sien. Nous étions mariés depuis 26 ans. Assez longtemps pour que je sache quand il était en colère, embarrassé, effrayé ou prétendait n'être aucune de ces choses. Ce soir-là, il était les quatre à la fois. À la minute où nous sommes montés dans le VUS, il a fermé la portière du conducteur plus fort que nécessaire. Qu'est-ce que c'était censé signifier exactement? J'ai bouclé ma ceinture de sécurité. Quoi? Il m'a dévisagé. Tu veux le lui dire? Oh, ça. Oui, Laura. Ça. J'ai regardé à travers le pare-brise le Porsche de Marilyn. Elle avait toujours une de ses oies en céramique près de la porte. Elle changeait ses petites tenues au fil des saisons. À ce moment-là, elle portait un pull rouge de l'Ohio State. J'ai dit, je pourrais te poser la même question à propos de la blague. Il a expiré bruyamment. Oh, allez. Non, sérieusement. Quelle partie était drôle? La partie où tu as dit que je n'aurais rien sans toi, ou la partie où ta mère a dit que je ne serais personne? C'était une taquinerie de table. Vraiment? Oui. Tout le monde semblait l'apprécier. Il a démarré la voiture. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'était pas. Puis il s'est éloigné du trottoir et a commis l'erreur qui a changé toute la conversation. De plus, a-t-il dit, tout le monde sait que je nous ai portés financièrement. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Tout le monde? Tu sais ce que je veux dire. Je le savais. C'était ça le problème. Quand Marc et moi nous sommes mariés, nous n'avions pas grand-chose qui vaille la peine de se disputer. Il avait 29 ans. J'en avais 26. Nous louions un duplex à Worthington où la voisine du dessus passait l'aspirateur à 6 heures du matin tous les samedis comme si elle avait une dent personnelle contre la moquette. Je travaillais dans les assurances commerciales. Marc travaillait pour une entreprise de nettoyage régional et détestait presque chaque minute de son travail. Puis un soir, il est rentré à la maison, a laissé tomber ses clés sur la table de la cuisine et a dit, je peux faire ça mieux qu'eux. J'ai dit, faire quoi? Diriger toute l'affaire. C'est ainsi que Bennett Commercial Service a commencé. Pas dans un bureau, pas avec des investisseurs. À la table de notre salle à manger. Marc s'occupait des ventes et des équipes. Je m'occupais de tout ce qu'il détestait. Les factures, les assurances, la paie, les appels des clients, les documents des fournisseurs, les retards de paiement. Il y a eu des nuits où j'étais assise là avec une calculatrice, un bloc-notes juridique et du café froid pendant que Marc était dehors à mesurer des immeubles de bureaux pour des soumissions. Pendant les premières années, quand il disait « Nous avons construit ça »,
il le pensait. Quand Émilie est née, j'ai réduit mes heures à l'agence d'assurance. Plus tard, je suis parti complètement. C'était logique à l'époque. La garde d'enfants était chère. L'entreprise se développait et quelqu'un devait empêcher les livres de comptes de se transformer en scène de crime. Je ne me suis jamais considéré comme sacrifiant une carrière de manière dramatique. Nous construisions une vie ensemble. Du moins, c'est ainsi que je le comprenais. Une fois que l'entreprise a suffisamment grandi pour embaucher un directeur de bureau, je me suis lentement retiré. Puis, quelque part en cours de route, le langage a changé. Nous avons démarré l'entreprise et est devenu quand j'ai démarré l'entreprise. Puis c'est devenu mon entreprise. Marilyn adorait cette version. À Noël, elle disait aux parents, Marc a bâti cette entreprise à partir de rien. Lors des barbecues, elle disait, mon fils n'a jamais dépendu de personne. Je laissais généralement passer. Corriger sa belle-mère au-dessus d'une salade de pommes de terre vaut rarement l'énergie. Mais des années plus tôt, Marc avait dit quelque chose que je n'avais pas oublié. Nous passions en revue des papiers d'impôt dans son bureau à domicile quand il a tapé sur un dossier et a dit « Nous devrions mettre de l'ordre dans les papiers de propriété un de ces jours. » J'ai levé les yeux. « Mettre de l'ordre comment ? Eh bien, tu n'es plus vraiment impliqué. » Alors il a haussé les épaules. « Mettre les choses là où elles doivent être. » J'ai ri parce que je pensais qu'il était pratique de cette manière irritante qu'il avait parfois. « Où doivent-elles être ? » Il a dit « Laisse tomber. » Et je l'ai fait, principalement. Puis, 6 mois avant ce dîner du dimanche, Marc a eu besoin de ma signature sur des documents liés au refinancement de certains équipements de l'entreprise. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine et je les ai vraiment lus. Enfoui dans le dossier se trouvait une copie de l'ancien accord d'exploitation. Bennett Commercial Service, Marc Bennett 50%. Laura Bennett 50%. Exactement comme ça l'avait été depuis le début. Je me souviens avoir regardé la page et pensé, eh bien, bien sûr. Ce n'était pas un secret. Ce n'était pas un héritage caché ou un actif surprise. Marc le savait. Je le savais. Notre comptable le savait. Mais au fil des ans, Marc avait commencé à agir comme si ma moitié était une technicité, quelque chose qui restait du bon vieux temps, quelque chose qui comptait sur les formulaires d'impôt, mais pas lors des dîners de famille. Je ne l'avais pas confronté à ce sujet. Pas vraiment. Alors, quand j'ai demandé « Tu veux le lui dire ?» À la table de Marilyn, je ne révélais rien. Je demandais à Marc s'il voulait raconter à sa mère la version de notre vie qu'il n'incluait jamais dans ses discours. Mais l'expression sur son visage m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il pensait que j'en savais plus que ça. Ce soir-là, après notre retour à la maison, Marc s'est brossé les dents, s'est mis au lit et a fixé son téléphone pendant un moment. Puis il a dit, ne m'embarrasse plus comme ça devant ma famille. J'ai tourné la tête sur l'oreiller. Je t'ai embarrassé ? Il a verrouillé son téléphone. Tu savais ce que tu faisais. Non, je savais ce que toi, tu faisais. Il s'est penché et a éteint la lampe. Conversation terminée, apparemment. Je suis resté allongé à écouter la fournaise se mettre en marche. Pendant des années, je me suis demandé si Marc appréciait vraiment ce que j'avais abandonné, ce que j'avais aidé à construire, et quelle partie de moi-même avait disparu dans le mot épouse. Mais cette nuit-là, j'ai commencé à me poser une question différente. Non pas s'il m'appréciait, mais s'il avait compté sur le fait que je ne regarderais jamais de trop près. Ce qui était étrange, c'est que le lundi matin ressemblait exactement à tous les autres lundis matins. Marc a fait du café. J'ai déchargé le lave-vaisselle. Il se tenait au comptoir de la cuisine, faisant défiler ses courriels pendant que j'essayais de trouver le couvercle d'un récipient en plastique qui était apparemment entré dans le programme de protection des témoins. « Tu vas chez Croget aujourd'hui ?» a-t-il demandé. « Probablement. Nous n'avons plus de filtre à café. » Je sais. Et ces petites oranges, les clémentines, ou quel que soit leur nom cette semaine. 26 ans de mariage. Et apparemment, c'était ce qui venait après que votre mari ait annoncé à une salle pleine de gens que vous ne seriez personne sans lui. Les clémentines. Marc m'a embrassé sur la joue avant de partir. À ce soir. D'accord. Je suis resté là après que la porte du garage se soit fermée, tenant ce stupide couvercle en plastique. Une partie de moi voulait qu'il revienne,
non pas parce que je voulais une autre dispute. Je voulais qu'il franchisse la porte et dise « c'était moche. Je suis désolé ». Il ne l'a pas fait. Mercredi, je commençais à me demander si c'était moi qui en faisais trop. C'est embarrassant à admettre, mais c'est vrai. Quand on est marié depuis si longtemps, on ne juge pas l'ensemble sur un mauvais dîner du dimanche. Marc s'était assis à côté de moi quand mon père est mort. Il avait traversé une tempête de verglas pour aller chercher Émilie à l'université après que sa voiture soit tombée en panne. Quand on m'a enlevé la vésicule biliaire, il a dormi dans ce fauteuil d'hôpital misérable et ne s'est plaint qu'une seule fois, ce qui, pour Marc, était pratiquement la sainteté. Nous avions une histoire. Une vraie histoire, bonne et mauvaise. On ne jette pas 26 ans à la poubelle parce que son mari s'est comporté comme un crétin autour d'un gâteau au fromage. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Puis Émilie a appelé. Elle avait 24 ans à l'époque, vivait à Cincinnati et travaillait comme physiothérapeute. Elle appelait généralement pendant son trajet de retour à la maison, ce qui signifiait que j'avais droit à 40 minutes de trafic, de patients qu'elle ne pouvait pas nommer et de plaintes sur le prix de l'épicerie. Cet après-midi-là, quelque part entre le moment où elle me disait que les avocats coûtaient 2 $ pièce et celui où elle me demandait si j'avais encore ses annuaires de lycée, j'ai dit « Puis-je te demander quelque chose ?» Bien sûr. Penses-tu que ton père me respecte ? Silence. Je pouvais entendre son clignotant. Finalement, elle a dit « Waouh !» Quoi ? Ce n'est pas là que je pensais que cette conversation allait. Laisse tomber. Non, maman. Je n'aurais pas dû demander. Tu veux la réponse de la fille ou la réponse de l'adulte ? Je me suis assise à la table de la cuisine. La réponse de l'adulte. Une autre pause. Je pense que papa t'aime. J'ai attendu. Elle a continué. Je pense aussi qu'il est devenu très à l'aise avec le fait d'agir comme si sa vie était arrivée grâce à lui. Je n'ai rien dit. Émilie a dit, est-ce que ça va ? Oui. Quelque chose s'est-il passé ? Rien que je ne puisse gérer. C'était une réponse de mère et nous le savions toutes les deux. Puis j'ai demandé, tu as remarqué ça depuis un moment, maman ? Quoi ? Tout le monde le remarque. Celle-là m'est restée. Non pas parce qu'Émilie prenait mon parti. Elle ne le faisait pas. Elle me disait quelque chose de pire. Ce que j'avais justifié en privé était devenu visible publiquement. Le lendemain matin, j'ai appelé Franck Delaney. Franck était le comptable de l'entreprise depuis qu'Émilie dormait encore dans un berceau. Il avait 67 ans, portait le même style de lunettes à monture métallique qu'en 2003 et avait le débit émotionnel d'un parc-mètre. Son bureau se trouvait dans un immeuble en briques près de Sawmill Road. Je lui ai dit que j'avais besoin de copies de certains anciens registres de l'entreprise. Il n'a pas demandé pourquoi. C'était une autre chose que j'aimais chez Franck. Il a trouvé l'accord d'exploitation et l'a poussé sur son bureau. C'était là, mon nom. Le nom de Marc. 50% chacun. Rien n'a changé, ai-je demandé. Franck a regardé par-dessus ses lunettes. Concernant la propriété, oui. Non. Et je suis toujours membre ? Oui. Et cette vieille ligne de crédit ? Vous êtes toujours lié à la garantie. Je me suis penché en arrière. Donc, je suis assez responsable pour devoir de l'argent, mais pas assez responsable pour posséder quoi que ce soit. Franck a réfléchi à cela. Légalement, vous possédez quelque chose. Vous savez ce que je veux dire. J'essaie généralement de ne pas savoir ce que les gens veulent dire. Cela réduit la responsabilité. J'ai presque souri. Puis son expression a légèrement changé. Marc a-t-il discuté d'une restructuration avec vous ? Non. Franck a enlevé ses lunettes. Cela a attiré mon attention. Quoi ? Il y a quelques mois, il m'a posé une question. Quel genre de question ? Il voulait savoir s'il y avait un moyen propre de réduire votre participation. Je l'ai dévisagé. Il vous a demandé ça ? Oui. Pourquoi ? Franck a hésité. Sa position était que les documents ne reflétaient plus la réalité pratique de l'entreprise. C'était encore là. Des mots différents, le même message. Je ne comptais pas. J'ai demandé,
A-t-il dit que je ne méritais pas la moitié? Pas dans ces termes. Quel mot a-t-il utilisé? Franck a jeté un coup d'œil vers son ordinateur comme si la réponse s'y cachait peut-être. Il a dit que vous n'aviez pas été activement impliqué depuis des années. Et je lui ai dit que l'inactivité n'annule pas automatiquement la propriété. Pouvait-il le changer sans moi? Pas légalement. J'ai poussé un soupir. Franck a ajouté, cependant, les gens découvrent parfois des moyens créatifs de rendre leur vie chère. J'ai ri. Je ne le voulais pas. C'est juste sorti. Franck a remis ses lunettes. Je suppose que Marc ne sait pas que vous êtes ici. Non. Alors je vais vous donner un conseil non sollicité. Ça ne vous ressemble pas. C'est une matinée imprudente. J'ai attendu. Prenez votre propre avocat. Ce vendredi-là, j'étais assise en face de Rachel Kim dans une petite salle de conférence du centre-ville. Rachel avait 48 ans, directe sans être impolie et avait l'habitude déconcertante de laisser le silence s'installer jusqu'à ce que vous le combliez. J'ai expliqué le dîner, l'entreprise, les papiers. Franck, la question de Marc sur la réduction de ma participation. Quand j'ai eu fini, Rachel a dit, premièrement, posséder 50% ne signifie pas que vous pouvez entrer dans la banque lundi et prendre 50% de l'argent. Je ne comptais pas le faire. Bien. Cela nous évite à toutes les deux un après-midi terrible. Je l'ai immédiatement apprécié. Elle a expliqué que la propriété d'une entreprise et la propriété conjugale étaient des questions liées, mais pas identiques. Il y avait des dettes, des distributions, des garanties, des obligations de l'entreprise, des problèmes d'évaluation. Puis elle a croisé les mains. Que voulez-vous? Je n'étais pas prête pour cette question. Je veux savoir ce qu'il fait. Au-delà d'être insultant. Oui. Voulez-vous un divorce? Je ne sais pas. Cette réponse m'a surprise par la rapidité avec laquelle elle est venue. Rachel a hoché la tête. C'est permis. J'ai baissé les yeux sur mon alliance. Je ne veux pas de vengeance. Bien. Je veux dire, parfois si. Cela l'a fait sourire. Si la vengeance est votre objectif principal, je vais probablement vous décevoir. Mon objectif principal est de savoir si mon mari a déjà décidé que j'étais jetable. Le sourire de Rachel a disparu. Ça, a-t-elle dit, c'est une bien meilleure question. Je l'ai autorisée à examiner ce qu'elle pouvait légalement obtenir et ce que Franck pouvait fournir avec les autorisations appropriées. Puis je suis rentré chez moi. Marc faisait griller du poulet. Il m'a tendu un verre de thé glacé et m'a demandé pourquoi j'étais parti si longtemps. Des courses. Il a hoché la tête. Pendant 3 jours, rien ne s'est passé. Lundi après-midi, mon téléphone a sonné. Rachel. J'ai répondu depuis la buanderie. Bonjour, Laura. Il y a un entrepôt impliqué. J'ai arrêté de plier une des chemises de Marc. Quel entrepôt? Celui que Bennett Commercial Service possède sur West Belt Drive. Je le connais. Il y a une vente en cours. Je me suis assise sur le bord du sèche-linge. Marc ne me l'a jamais dit. Je m'en doutais. J'ai regardé vers le couloir, même si j'étais seul. C'est avancé à quel point? Assez pour que je pense que vous devez voir les documents. Puis Rachel a fait une pause. Il y a autre chose liée à ça. Quoi? Une propriété près d'Indian Lake. J'ai froncé les sourcils. Quelle propriété? Un chalet. J'ai attendu la suite. Rachel a dit, Laura, est-ce que Marc et vous avez parlé d'acheter une maison au bord du lac? Non. Et pour la première fois depuis le dîner du dimanche, j'ai cessé de me demander s'il s'agissait de ma fierté. Le chalet se trouvait sur la rive nord d'Indian Lake, à environ 1h30 de notre maison. Rachel a tourné son ordinateur portable vers moi quand je suis arrivé à son bureau le lendemain matin. Ce n'était pas un manoir avec un quai et 6 chambres. C'était une modeste maison de 2 chambres avec un revêtement gris, une véranda grillagée et une parcelle d'herbe descendant vers l'eau. Le genre d'endroit que Marc et moi aurions pu regarder ensemble. C'est ça qui me dérangeait. Combien, ai-je demandé? 245 000. Et qui l'achète?
Rachel a agrandi le projet de contrat d'achat. Il y avait 2 noms. Mark Bennett, Marilyn Bennett. Je les ai lus 2 fois. Pas moi. Non. Peut-être que sa mère paie la moitié. Peut-être. Rachel avait une façon de dire peut-être qui vous rappelait que ce n'était pas le même mot que oui. Elle m'a ensuite montré les documents de l'entrepôt. Bennett Commercial Service avait acheté le bâtiment 7 ans plus tôt. Nous en utilisions une partie pour le stockage de matériel et louions le reste. Mark avait apparemment décidé que l'argent immobilisé dans la propriété serait plus utile ailleurs. Ce n'était pas nécessairement une mauvaise décision commerciale. Après le solde de l'hypothèque, les frais et les coûts de clôture, l'entreprise s'attendait à dégager environ 180 000 $. Le problème était ce que Mark prévoyait de faire ensuite. Une partie de l'argent devait véritablement rester dans l'entreprise. 2 cireuses de sol approchaient de la fin de leur vie. Les réserves de trésorerie n'étaient pas excellentes. Un de nos plus gros clients de bureau avait développé la charmante habitude de payer avec 60 jours de retard en prétendant que c'était 30. Mais Rachel avait trouvé des documents suggérant qu'une partie de la transaction était coordonnée autour de l'achat d'Indian Lake. Est-ce illégal, ai-je demandé. Je ne vais pas qualifier ça ainsi. Est-ce mal? Rachel s'est penchée en arrière. En tant que votre avocate, je vais utiliser un langage moins satisfaisant. Cela soulève des questions. Vous, les avocats, savez vraiment comment gâcher une bonne phrase. Nous facturons à l'heure pour ça. J'ai souri malgré moi. Puis j'ai regardé à nouveau ces 2 noms. Mark et Marilyn. Quelques mois plus tôt, Marilyn était assise dans notre jardin en buvant de la limonade quand elle avait dit « Ne serait-ce pas merveilleux si la famille avait un endroit au bord de l'eau ?» Mark était au barbecue. Il avait ri. Peut-être un jour. J'étais assise à 6 pieds de là. Apparemment, un jour l'était devenu considérablement plus organisé depuis. Que se passe-t-il si je n'accepte pas la vente de l'entrepôt? Rachel a sorti un autre document. Selon l'accord d'exploitation, cette transaction nécessite votre approbation. Il le sait. Il devrait. Non, Mark le savait. Je me suis souvenu de son ancien commentaire sur le nettoyage des documents de propriété. Je me suis souvenu du document de refinancement 6 mois plus tôt. Il le savait absolument. La clôture est quand? Vendredi. Je l'ai dévisagé. C'était mardi. J'ai dit, il ne m'a rien demandé de signer. Rachel m'a lancé un regard. Il le fera. Il l'a fait. Mercredi matin. J'étais au comptoir en train de beurrer du pain grillé quand Mark est entré dans la cuisine, déjà habillé pour le travail. Il s'est versé du café et a dit « Oh, j'ai besoin que tu signes des papiers d'assurance ennuyeux vendredi. » J'ai continué à étaler le beurre. Quel genre de papier? Des trucs d'entreprise. Assurance, propriété. Toute la même transaction. 5 minutes. Il a pris son café et s'est dirigé vers le garage. Ne me laisse pas oublier. Je n'oublierai pas. Il m'a embrassé sur le côté de la tête en passant. La porte s'est refermée derrière lui. Je suis resté là, tenant le couteau à beurre. Ce baiser m'a plus dérangé que le mensonge. Pendant les 2 jours suivants, j'ai eu de nombreuses occasions de le confronter. Jeudi soir, il a chargé le lave-vaisselle pendant que j'essuyais les comptoirs. « Tu ne trouves pas que ce réfrigérateur devient plus bruyant ?» a-t-il demandé. Probablement. Nous devrions le remplacer avant Thanksgiving. Peut-être. Il a ouvert le congélateur et a regardé à l'intérieur. Avons-nous besoin de crème glacée? Nous avons de la crème glacée. C'est de la vanille. Ça compte toujours. Il avait l'air offensé au nom du chocolat. Je le regardais, debout là en chaussettes, se disputant à propos de la crème glacée, et pendant quelques secondes, je pouvais presque me convaincre que les documents de Rachel avaient une explication innocente. C'était l'homme qui avait vendu son bateau de pêche en 2002 parce que nous manquions d'argent pour la paix. Il avait adoré ce bateau. Il s'est plaint de l'avoir vendu pendant environ les 11 années suivantes. Ce Mark-là n'aurait pas acheté une propriété dans mon dos. Mais les gens ne deviennent pas des personnes différentes d'un seul coup. Parfois, ils deviennent simplement à l'aise de faire une petite chose après l'autre parce que personne ne les arrête. Vendredi après-midi,
Marc est rentré tôt. Il a posé un dossier bleu sur l'îlot de la cuisine. Voilà. Je faisais une liste de courses. Qu'est-ce que c'est? Les trucs dont je t'ai parlé. Il a ouvert le dossier et a tapé sur un onglet jaune. Signe ici. J'ai pris la première page. Marc a attrapé une pomme dans le bol de fruits. J'ai commencé à lire. Après environ 3 minutes, il a vérifié son téléphone. Après 5, il a dit, Laura, sérieusement. Tu as dit que ça prendrait 5 minutes pour signer. Je suis en train de le lire. C'est standard. J'ai tourné une autre page. Alors ça devrait être facile à comprendre. Il a arrêté de manger la pomme. J'ai atteint les documents de vente. Westbelt Drive, prix d'achat, frais de clôture, remboursement du prêt. J'ai lu assez loin pour m'assurer que j'avais ce dont Rachel et moi avions discuté. Puis j'ai levé les yeux. L'entrepôt se vend à combien? Marc n'a même pas scié avant de dire, qui te l'a dit? Le voilà. J'ai posé le papier. Intéressant. Quoi? Tu n'as pas demandé quel entrepôt? Il m'a dévisagé. Laura. Tu n'as pas demandé ce que je voulais dire. Tu as demandé qui me l'avait dit. Il a jeté le tronon de pomme à la poubelle. Franck? Non. Alors qui? Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Parce que ce sont des affaires de l'entreprise. J'ai presque ri. Apparemment. Il s'est frotté le front. L'entrepôt est sous-utilisé. Nous le vendons. Nous avons besoin de liquidités. D'accord. Cela sembla le déconcerter. D'accord? Je comprends pourquoi vendre l'entrepôt pourrait avoir du sens. Alors quel est le problème? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Je le réinvestis. La totalité? Il a détourné le regard pendant peut-être une demi-seconde. C'était suffisant. J'ai dit, comment est indien qu'à cette période de l'année? Tout son corps s'est immobilisé. Pardon? Le chalet. Silence. Puis il a tiré une chaise. D'accord, avant que tu ne t'énerves. Je suis remarquablement calme. Ma mère et moi avons regardé un endroit. Je sais. Ce serait pour tout le monde. Tout le monde? La famille. Ma famille aussi? Ne fais pas ça. Je demande parce que mon nom n'y figure pas. Il a soupiré. Ma mère allait contribuer. Combien? Nous n'avons pas encore tout finalisé. Mais vous avez assez finalisé pour mettre son nom sur un contrat d'achat. C'est un brouillon. Et l'argent? Il a commencé à faire les 100 pas entre l'îlot et la table du petit déjeuner. L'entreprise a besoin de vendre l'entrepôt de toute façon. Nous libérons des capitaux, remplaçons du matériel, stabilisons les flux de trésorerie, et ensuite nous décidons de ce qui est logique. Nous? Oui, nous. C'est drôle. J'ai l'impression d'avoir manqué toute la phase de décision. Il s'est arrêté. Tu n'as pas été impliqué dans l'entreprise depuis des années, Laura. Le voilà. Pas de « je suis désolé ». Pas de « j'aurais dû te le dire ». Ça. J'ai baissé les yeux sur les documents. Donc, quand l'entreprise doit de l'argent, ma signature compte. Ce n'est pas ce que je dis. Quand tu vends un actif de l'entreprise, soudainement on a besoin de moi. Tu déformes les choses. Mais quand il reste de l'argent, je ne suis pas assez impliqué pour demander où il va. Sa mâchoire s'est crispée. Tu n'as pas touché aux opérations quotidiennes depuis 10 ans, et maintenant, tout à coup, tu es de nouveau une propriétaire. Je l'ai regardé. Je n'ai jamais cessé de l'être. Il n'a pas répondu. Tu as juste arrêté de le dire à voix haute. J'ai fermé le dossier. Je ne signe pas ça aujourd'hui. Sa chaise a raclé le sol. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis. Tu pourrais faire capoter toute la vente. Alors je suggère que nous parlions à l'acheteur. Laura, ce n'est pas un de tes petits points sur le respect. Il y a des employés qui dépendent de cette entreprise. Ça a frappé exactement là où il le voulait. Il savait que je me souciais de ces gens.
Certains d'entre eux, je les connaissais depuis plus longtemps que nous n'étions propriétaires de notre maison. Je sais, ai-je dit. Alors signe. Non. Il m'a dévisagé. Tu vas nous coûter une fortune à cause de ta fierté. Je voulais lui répondre. J'avais plusieurs réponses, aucune d'entre elles utile. Au lieu de cela, j'ai fait glisser le dossier sur l'îlot. Marc l'a attrapé et est sorti. Une minute plus tard, j'ai entendu ses pas traverser le salon, puis la porte de son bureau se fermer. Je suis resté assise là, seule, et je revenais sans cesse à la première chose qu'il avait dite. Pas quel entrepôt. Pas de quoi tu parles? Pas même laisse-moi t'expliquer. Qui te l'a dit? Pendant des jours, personne n'a perdu son emploi. Personne n'a perdu son assurance maladie, et Marc n'a pas acheté de chalet au bord du lac avec sa mère. J'aurais dû me sentir victorieuse. Je me sentais surtout fatiguée. Puis Marilyn a appelé. J'étais sur le parking de Crozet lorsque son nom est apparu sur mon téléphone. Pendant un bref instant, j'ai envisagé de le laisser sonner. La curiosité a vaincu. Allô? Qu'est-ce que tu fais à mon fils? Pas de bonjour. Marilyn avait toujours été efficace. Je viens d'acheter des poitrines de poulet. Avant ça, la lessive. Ne sois pas mignonne avec moi. D'accord. Marc dit que tu tiens son entreprise en otage. J'ai fermé les yeux. Notre entreprise. Elle a ri. A vraiment ri. Laura, tu as fait de la paperasse sur une table de salle à manger il y a 20 ans. Plus près de 26. Ce n'est pas la question. Cela semble étonnamment pertinent. Je sais qui a bâti cette entreprise. Vraiment? Sa voix est devenue plus aiguë. Mon fils est tué au travail pendant que tu restais à la maison. J'ai failli lui rappeler la paix, les renouvellements d'assurance, les appels des clients. Émilie. Les années où je travaillais à mon propre emploi et aidais Marc le soir. Au lieu de cela, j'ai demandé, Marc t'a-t-il expliqué comment fonctionne la propriété? Je me fiche de ce que dit un bout de papier. Cette phrase expliquait plus que Marilyn ne le réalisait. Elle a continué, tu as toujours eu le talent de te rendre importante. J'ai regardé à travers le pare-brise 2 personnes se disputant pour un chariot de supermarché. Apparemment, j'ai appris de votre fils. Elle a raccroché. Je suis resté assise là une minute de plus avant d'entrer. Et pendant que je poussais mon chariot vers les fruits et légumes, je me suis souvenu de quelque chose que Marilyn m'avait dit des années plus tôt. Son mari, Ray, avait possédé une quincaillerie de quartier avant de mourir. Marilyn y avait répondu au téléphone, tenu les comptes, payé les factures, couvert la caisse quand quelqu'un se déclarait malade. Une fois, à Thanksgiving, Denise avait dit « Maman dirigeait pratiquement cet endroit ». Marilyn l'avait repoussé. Oh, des bêtises. Ton père le dirigeait. J'aidais juste. Je me souvenais exactement comment elle l'avait dit. Pas modestement, comme si ce qu'elle faisait ne qualifiait vraiment pas de travail. Cela n'excusait pas la façon dont elle me traitait, mais j'ai finalement compris une partie de la situation. Marilyn avait passé toute sa vie d'adulte à utiliser une règle qui faisait disparaître le travail des femmes. Elle s'était mesurée avec elle d'abord. Malheureusement, comprendre quelqu'un ne le rend pas moins épuisant. Une semaine plus tard, j'ai eu une autre leçon. Celle-ci est venue avec des feuilles de calcul. J'avais commencé à imaginer en privé que mes 50% de Bennett Commercial Service me donneraient une sortie financière propre si Marc et moi nous séparions. Je ne prévoyais pas encore de divorce, mais j'avais commencé à faire ce que les gens font quand ils ont peur, de l'arithmétique. La moitié de l'entreprise, la moitié de la valeur nette de la maison, la retraite. Peut-être que je m'en sortirais. Puis Rachel m'a appelé dans son bureau avec les informations préliminaires d'évaluation. Elle avait un bloc-notes juridique devant elle. Ce n'était jamais encourageant. L'entreprise a de la valeur, a-t-elle dit. Mais vous pensez à la valeur comme les gens pensent aux chiffres sur Zillow. Je déteste quand vous savez ce que je pense. Des formations professionnelles. Elle m'a tout expliqué. La dette sur l'équipement, les marges minces, un gros client représentant une trop grande part du chiffre d'affaires annuel, les créances en souffrance et Marc lui-même. Qu'est-ce que Marc a à voir avec l'évaluation? Beaucoup.
Certains clients restent à cause de l'entreprise. D'autres restent parce qu'ils ont le numéro de portable de Marc et l'appellent depuis 15 ans. Donc si Marc disparaît demain, une partie des revenus pourrait disparaître avec lui. Cela fait partie du risque. Je me suis penché en arrière. Vous me dites que Marc a de la valeur. Rachel a presque souri. Je me rends compte que le moment est mal choisi. Je n'ai pas ri. Elle a continué, vous possédez 50%. Cela ne signifie pas que quelqu'un vous remet 50% du chiffre dont Marc aime se vanter. C'était mon petit fantasme qui mourait là, dans une salle de conférence. Pas des millions, pas un chèque géant. Certainement pas assez pour rendre un nouveau départ indolore. Au cours des 2 semaines suivantes, la réalité est devenue moins attrayante. Les factures d'avocats ont commencé à arriver. Rachel n'était pas bon marché. Ni les professionnels de l'évaluation. J'ai mis à jour mon CV pour la première fois depuis des années et j'ai cherché des emplois en assurance commerciale autour de Columbus. La moitié des offres mentionnaient des logiciels que je n'avais jamais utilisés. Une demandait une compétence avancée en flux de travail CRM. J'ai même cherché sur Google ce qu'il voulait dire. À 52 ans, avec 26 ans de mariage derrière moi, je me suis assise à ma table de cuisine en me demandant si j'étais qualifiée pour faire un travail dans lequel j'étais autrefois bonne. C'est à ce moment-là que Marc a fait son offre. Il rachèterait ma participation pour un montant bien inférieur à ce que j'attendais, mais il effectuerait le paiement rapidement. Pas de combat prolongé, pas de bataille d'évaluation coûteuse, pas d'incertitude. Nous pouvons arranger ça, m'a-t-il dit un soir. Il dormait dans la chambre d'amis à ce moment-là, mais ce soir-là, nous nous sommes assis ensemble à la table de la cuisine. Pour la première fois depuis des semaines, il ressemblait de nouveau à mon mari. Je ne veux pas que 26 ans se terminent comme ça. Moi non plus. C'était la partie que personne ne vous dit sur le fait d'être en colère contre quelqu'un que vous avez aimé la majeure partie de votre vie d'adulte. Vous pouvez vouloir partir au petit déjeuner et il peut vous manquer au dîner. J'ai regardé son offre. Peut-être que la paix valait quelque chose. Peut-être que la fierté était chère. Peut-être que je pouvais accepter moins et passer à autre chose. Puis Marc a tendu la main sur la table. Nous pouvons revenir à la normale. J'ai regardé sa main. À quoi ressemble la normale? Tu arrêtes de traiter chaque décision commerciale comme si j'avais besoin de ta permission. J'ai retiré ma main. Certaines d'entre elles ont besoin de ma permission. Il a soupiré. C'est exactement de ça que je parle. Puis il l'a dit. Tu dois arrêter de te traiter comme ma partenaire d'affaires. Pendant une seconde, j'ai presque admiré la cohérence. Même ses excuses exigeaient que je disparaisse. Quelques jours plus tard, Émilie a appelé. À ce moment-là, elle en avait compris assez pour savoir que nous étions en grande difficulté. Papa dit que tu essaies de le forcer à quitter l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Il dit que tu utilises l'histoire de la propriété contre lui. L'histoire de la propriété? Maman, s'il te plaît. Je me suis arrêté. Elle avait l'air épuisée. Je n'aurais pas dû te mettre dans cette situation, ai-je dit. Aucun de vous deux n'aurait dû. Tu as raison. Je t'aime. J'aime papa. Je ne vais pas être le jury. Tu ne le seras pas. Je le pensais. Quoi qu'il arrive entre Marc et moi, notre fille n'allait pas devenir la pièce à conviction A. Ce jeudi après-midi, j'étais assise à mon ordinateur, fixant à nouveau la proposition de rachat de Marc. Mon curseur survolait un courriel adressé à Rachel. Je m'étais presque convaincu de lui dire de négocier à partir de là. Puis mon téléphone a vibré. C'était Carlos Ramirez. Carlos était avec Bennett Commercial Service presque depuis le début. Dîner annuel jeudi prochain. Tu viens, n'est-ce pas? J'ai tapé, je ne pense pas que Marc veuille que je sois là. La réponse est venue presque immédiatement. Je n'ai pas demandé ce que Marc veut. Puis un autre message. Tu as signé mon premier chèque de paie. Viens manger des lasagnes. Je suis resté à regarder celui-là pendant un moment. Puis j'ai fermé la proposition de Marc et j'ai tapé, d'accord. J'ai failli ne pas y aller. J'ai conduit jusqu'au restaurant, j'ai trouvé une place de parking, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise là, les deux mains sur le volant.
Le dîner annuel de Bennett Commercial Service se tenait chez Bellini, un restaurant italien familial du nord-ouest de Columbus. Nous l'utilisions depuis des années car ils avaient une salle privée assez grande pour les employés et leurs conjoints sans nous obliger à nous engager dans un forfait de banquet d'hôtel. À travers les fenêtres avant, je pouvais voir des gens bouger à l'intérieur. Des gens que je connaissais, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Pendant une minute, je me suis senti ridicule. J'avais 52 ans, assise sur un parking parce que j'avais peur d'entrer à un dîner d'entreprise pour une entreprise dont j'étais légalement propriétaire à moitié. Puis quelqu'un a frappé à ma fenêtre. J'ai sursauté. Carlos Ramirez se tenait dehors en souriant. J'ai baissé la vitre. « Tu prévois de manger ici ?» J'y songeais. Il facture un supplément pour les lasagnes sur le parking. J'ai ri. Carlos a ouvert ma portière. « Allez, viens. » Tant pis pour ma fuite gracieuse. Je ne portais rien de spectaculaire. Un pantalon noir, des talons bas, un chemisier vert foncé, les petites boucles d'oreilles en or qu'Émilie m'avait offertes pour Noël. Je n'étais pas là pour faire une entrée. Malheureusement, j'en ai fait une quand même. Marc se tenait près du bar, parlant à deux superviseurs, quand il m'a vu. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase. Marilyn était assise avec Denise à l'une des tables. Elle m'a vu ensuite. « Eh bien, a-t-elle dit quand je me suis approché. Ça promet d'être intéressant. On m'a promis des lasagnes. Carlos, toujours à côté de moi, a dit « Je tiens mes promesses ». Même Denise a souri à ça. Marc non. Il est venu quelques minutes plus tard. « Puis-je te parler ?» Nous sommes en train de parler. En privé. Carlos a compris le message et s'est éloigné. Marc a baissé la voix. « Pourquoi es-tu ici ?» Carlos m'a invité. C'est un dîner d'employés. Je sais. Tu n'y as pas assisté depuis des années. Je le sais aussi. Il m'a dévisagé. Essaies-tu de faire passer un message? Non. C'était la vérité. Je n'avais pas de documents dans mon sac à main. Rachel ne savait pas que j'étais là. Je n'avais rien répété devant le miroir. Je voulais dîner. Et peut-être que je voulais me souvenir s'il y avait encore une partie de cette entreprise où j'existais en dehors de la version de l'histoire de Marc. Nous nous sommes assis. Le dîner fut étonnamment normal au début. J'ai parlé à Janice Miller, qui avait travaillé au bureau des années auparavant. Carlos m'a de nouveau présenté à sa femme parce qu'apparemment j'avais oublié de l'avoir rencontrée 2 fois. Un jeune superviseur nommé Tyler m'a appelé Madame Bennett jusqu'à ce que je lui dise finalement que s'il le faisait une fois de plus, j'ajouterais 10 ans à son âge par dépit. Pendant 40 minutes, je me suis presque amusé. Puis Marc s'est levé pour faire son discours. Il avait toujours été bon à ça. Il a remercié tout le monde pour une autre année de succès. Il a parlé de ses débuts avec une camionnette d'occasion et 2 contrats de nettoyage de bureau. Il a mentionné les années où il nettoyait lui-même les bâtiments le jour et rédigeait des devis la nuit. Tout était vrai. Puis il a dit, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que j'étais fou. Quelques personnes ont ri. Mon père pensait que je devrais garder un salaire régulier, mais maman a toujours cru que j'en ferais quelque chose. Marilyn a souri fièrement. Marc a levé son verre vers elle. À la personne qui a cru en moi avant tout le monde. Les gens ont applaudi. Pas moi. Non pas parce que Marilyn ne méritait pas sa gratitude, mais parce que je me souvenais d'être assise à notre table de salle à manger à saisir des factures à 23h30 la nuit tout en allaitant Émilie toutes les 3 heures. Apparemment, je n'avais pas cru en lui. J'étais juste à proximité avec QuickBooks. Marc a remercié plusieurs employés. Puis il a commencé à conclure. Carlos a crié depuis une table voisine. « Tu oublies quelqu'un ?» Marc a souri. « Je suis sûr que j'oublie plusieurs personnes. » Laura. La pièce est devenue plus silencieuse. Marc m'a regardé. Puis il a eu un petit rire. Bien sûr. Laura m'a soutenu à la maison pendant toutes ces folles premières années. Soutenu à la maison. J'ai baissé les yeux sur mon verre d'eau. Marilyn a hoché la tête. C'est vrai. Tout homme qui réussit a besoin d'une femme qui le soutient. Je n'ai toujours rien dit. Carlos, si. Elle m'a embauché.
Le sourire de Marc s'est crispé. Carlos a regardé autour de la pièce. Laura m'a embauché en 2002. Janice a levé la main. Elle me remettait mon chèque de paie tous les vendredis. Quelqu'un près du fond a dit, elle ne s'occupait pas aussi des assurances? Oui, a dit Janice. Pendant des années. Marc a posé une main sur le dossier de sa chaise. D'accord, personne ne dit que Laura n'a pas aidé. Marilyn a apparemment décidé que Marc avait besoin d'être secouru. Personne n'enlève rien à Laura, a-t-elle dit. Mais ne réécrivons pas l'histoire. Marc a créé ce que vous avez tous aujourd'hui. La pièce est devenue étrangement silencieuse. Elle m'a regardé. Il n'y a aucune honte à admettre que ton mari a pourvu à ta vie. C'était encore là. Dîner différent. Même femme. Même histoire. J'ai regardé Marc. Tu veux le lui dire? Ses yeux se sont plissés. Laura, ne fais pas ça. Marilyn s'est tournée vers lui. Me dire quoi? Personne n'a bougé. Je pouvais entendre un serveur ramasser des assiettes dans la salle à manger principale. J'ai dit, dis à ta mère à qui appartient Bennett Commercial Service. Marc a regardé autour de la table, puis m'a regardé. Vraiment? Oui. Il a frotté son pouce le long du bord de son verre. À nous deux. Marilyn a froncé les sourcils. Nous deux, qui? Franck Delaney était assis à 3 sièges de Carlos. Il a posé sa fourchette sur son assiette. Marc et Laura, 50-50e depuis 2000. Marilyn l'a dévisagé. Ça ne peut pas être vrai. Franck a pris une gorgée d'eau. Le fisc a été étonnamment détendu à ce sujet pendant 26 ans. Quelques personnes ont ri. Moi aussi. Marilyn non. Mais Laura n'y a pas travaillé depuis des années. Carlos s'est penché en arrière sur sa chaise. Vous non plus. Cela a mis fin à la conversation. Puis Janice a parlé doucement. Quand Bill a eu son pontage, Laura m'a appelé. Je me suis tourné vers elle. J'avais presque oublié. Janice non. Elle m'a dit de rester à l'hôpital avec lui. Elle a dit que mon chèque de paie serait là vendredi et que nous nous occuperions du reste plus tard. Elle m'a regardé. C'était ça. Ça m'a frappé plus que toute autre chose ce soir-là. Pas les 50%, pas l'accord d'exploitation. Que quelqu'un se souvienne de quelque chose que j'avais fait il y a 20 ans parce que c'était nécessaire. Le visage de Marc était devenu rouge. Alors c'était ça le plan? Je l'ai regardé. Quel plan? Venir ici et m'humilier devant mes employés. Tes employés m'ont invité. Tu aurais pu corriger tout ça en privé. Je l'ai dévisagé. Marc, je suis privé depuis 26 ans. Il a secoué la tête. C'est incroyable. Non, ce qui est incroyable, c'est que dire la vérité te semble être une humiliation. Personne n'a parlé. Je ne voulais pas d'un procès dans un restaurant, alors j'ai fait simple. Je n'ai pas pris d'argent de cette entreprise. Je n'ai pas arrêté la vente de l'entrepôt. Je n'ai menacé l'emploi de personne. J'ai demandé à voir une transaction majeure avant de la signer. Marc a coupé court. Tu l'as retardé de quelques jours. Tu es hors des opérations depuis une décennie. Oui. Alors arrête d'agir comme si tu avais construit tout ce que j'ai construit. C'était le moment. J'aurais pu énumérer chaque facture, chaque appel client, chaque nuit à cette table de salle à manger. Je ne l'ai pas fait. Non, ai-je dit. C'est la différence entre nous. Il m'a regardé. Je ne revendique pas ta moitié. J'ai attendu. Je te demande d'arrêter de revendiquer la mienne. Personne n'a ri. Marilyn a baissé les yeux sur sa serviette. Je me suis tourné vers elle. Tu avais raison sur une chose, Marilyn. Marc a travaillé dur. Elle a levé les yeux. Moi aussi. J'ai pris mon sac à main. Carlos a dit, tu pars avant le dessert? Apparemment, j'ai développé des standards. Cela a provoqué un petit rire, ce qui était exactement suffisant. Dehors, l'air était devenu froid. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand j'ai entendu la porte du restaurant s'ouvrir derrière moi. Laura. Marc.
Je me suis arrêté. Il s'est approché de moi, mais pas avec la colère que j'attendais. Il avait l'air fatigué, presque effrayé. Vas-tu vraiment mettre fin à 26 ans pour ça? Pendant une seconde, j'ai vu l'homme que j'avais épousé, et cela a rendu ma réponse plus difficile. Non, Marc. Il a attendu. J'ai déverrouillé ma voiture. J'essaie de savoir il y a combien d'années tu l'as déjà fait. Puis je suis monté et je suis rentré chez moi. Le dîner de l'entreprise n'a pas sauvé mon mariage. Il ne l'a pas terminé cette nuit-là non plus. La vraie vie est gênante de cette façon. Vous pouvez dire la chose parfaite sur un parking de restaurant, rentrer chez vous en vous sentant absolument certaine, puis vous réveiller le lendemain matin en vous demandant qui aura la bonne cafetière si vous vous séparez. Marc est rentré environ 1 heure après moi. Il a dormi dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, nous nous sommes croisés dans la cuisine. Il a ouvert le placard. Nous n'avons plus de filtres. Je les ai achetés lundi. Où? Garde-manger. 2e étagère. Il les a trouvés. Merci. C'était notre première conversation après que 26 ans de mariage se soient essentiellement brisés devant 30 personnes. Les filtres à café, encore. La vraie vie. En 2 semaines, nous parlions par l'intermédiaire d'avocats. Non pas parce que Marc et moi ne pouvions pas nous parler, mais parce que chaque fois que nous essayions de discuter d'argent, nous arrêtions d'entendre ce que l'autre personne disait réellement. Il pensait que je voulais le punir. Je pensais qu'il voulait m'effacer à bas prix. Parfois, nous avions tous les deux raison. L'évaluation de l'entreprise est devenue le plus grand sujet de discorde. Marc détestait le premier chiffre. Je détestais le second. Les évaluateurs utilisaient des expressions comme bénéfice normalisé et achalandage personnel pendant que j'étais assise là à penser, quelqu'un pourrait-il s'il vous plaît me dire si je pourrais me permettre une maison avec 2 chambres? Rachel m'a gardé les pieds sur terre. Un après-midi, après avoir passé 10 minutes à me plaindre d'un ajustement d'évaluation, elle a posé son stylo. Laura, à quoi veux-tu que ta vie ressemble dans 1 an? De préférence sans facture de ma part. Alors arrête de m'appeler. J'ai ri. Elle non. Je suis sérieuse. Tu peux contester chaque chiffre. Tu pourrais même gagner certains de ces combats. Mais gagner coûte de l'argent aussi. C'était quelque chose que j'avais dû apprendre. Avoir raison n'était pas gratuit. Partir non plus. Marc a finalement accepté de racheter ma participation dans Bennett Commercial Service par des paiements échelonnés sur plusieurs années. Ce n'était pas un chèque géant. Il n'y avait pas de champagne. Personne ne m'a remis une valise pleine d'argent pendant que Marc se tenait sous la pluie, regrettant ses choix de vie. Le chiffre était juste, pas parfait. Juste. Notre maison à Dublin a été mise sur le marché. Ça a fait plus mal que de vendre ma part de l'entreprise. Nous y avions vécu 18 ans. Émilie avait appris à conduire dans cette allée. Il y avait des marques de crayon à l'intérieur de la porte de la buanderie où nous avions mesuré sa taille jusqu'à ses 14 ans, quand elle a annoncé que mesurer les enfants était bizarre. Le jeune couple qui a acheté la maison avait 2 petits garçons. Lors de la clôture, la femme m'a demandé si je voulais que les marques de taille soient enlevées avant qu'ils n'emménagent. Non, ai-je dit. Peignez par-dessus si vous voulez. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit plus tard qu'elle prévoyait de mettre les marques de ses garçons à côté de celles d'Émilie. J'ai aimé ça. Le chalet d'Indian Lake n'a jamais vu le jour. Marc a gardé l'entreprise. J'ai gardé mes comptes de retraite, selon les termes du règlement, j'ai reçu ma part des biens matrimoniaux et j'ai commencé à chercher un logement plus petit. J'ai trouvé une maison de ville à environ 15 minutes. 2 chambres, un garage pour une voiture, une petite terrasse. La cuisine n'était pas aussi belle que celle que j'avais quittée, mais chaque tiroir m'appartenait. C'était étonnamment agréable. La partie la plus difficile était le travail. J'ai appelé une femme nommée Suzanne Keller, qui avait travaillé avec moi dans les assurances commerciales des années plus tôt. Elle dirigeait maintenant une petite agence indépendante. Je m'attendais à un déjeuner poli. Au lieu de cela, elle a dit, « Peux-tu commencer 3 jours par semaine ?» J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Tu ne m'as même pas fait passer d'entretien. J'ai travaillé avec toi pendant 7 ans. C'était il y a longtemps. Le lycée aussi. Je sais toujours lire.
Le premier mois m'a humilié. Le secteur de l'assurance n'avait pas attendu patiemment le retour de Laura Bennett. Le logiciel était différent. Les portails étaient différents. La moitié de la paperasse n'était plus sur papier. Le troisième jour, je me suis bloqué hors d'un système de gestion de la clientèle 2 fois avant le déjeuner. Un collègue de 27 ans nommé Josh est venu. Besoin d'aide? Non. Il a attendu. Oui. Il a réglé le problème en environ 40 secondes. J'ai dit, je gérais la paie pour 28 personnes. C'est super. Je m'occupais des audits d'accidents du travail. Impressionnant. Je négociais les renouvellements commerciaux. Il a hoché la tête en direction de mon écran. Et aujourd'hui, nous maîtrisons les mots de passe. Je l'ai regardé. Il a souri. J'ai ri si fort que Suzanne est sortie de son bureau pour voir ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'allais m'en sortir. Non pas parce que j'étais soudainement redevenue une femme à succès, mais parce que je pouvais être mauvaise à quelque chose pendant un certain temps sans avoir honte. Marc et moi avons finalisé le divorce quelques mois plus tard. Émilie est rentrée ce week-end-là. Nous avons dîné tous les 3 ensemble. Cela peut sembler étrange, mais après que tout se soit calmé, Marc et moi avions réussi à devenir civilisés. Pas vraiment amis. Parents. 2 personnes avec une longue histoire commune qui avaient finalement cessé de se disputer pour savoir à qui appartenait cette histoire. Émilie a levé son verre pour ne plus jamais avoir à écouter une autre conversation sur l'évaluation d'entreprise. Marc a dit, je bois à ça. Moi aussi. Elle nous a regardés tous les deux. Je suis sérieuse. Nous l'avons cru. Quelques mois plus tard, Marc m'a demandé si je voulais le rencontrer pour un café. Nous sommes allés dans un Panera à mi-chemin entre chez lui et chez moi. Il avait l'air plus âgé. Moi aussi, probablement. Pendant un moment, nous avons parlé d'Émilie, de l'entreprise, de rien d'important. Puis il a dit, je te dois des excuses. J'ai attendu. Je pense que j'ai commencé à croire la version de notre mariage qui me mettait le plus en valeur. J'ai remué mon café. Tu n'as pas seulement cru, Marc. Il m'a regardé. Tu en avais besoin. Il a hoché lentement la tête. C'est vrai. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. J'avais tort. Pas d'explication après. Pas de mais. Juste ça. J'ai apprécié. Ça ne m'a pas donné envie de revenir avec lui. C'est une autre chose que les gens ne vous disent pas. Parfois, les excuses arrivent après que vous ayez cessé d'en avoir besoin. J'ai dit, ta mère n'a pas ruiné notre mariage. Je sais. Elle a juste dit à voix haute ce que tu avais déjà décidé être vrai. Il a baissé les yeux sur son café. Je le sais aussi. Ce Noël-là, Marilyn m'a envoyé une carte. Pas d'appel téléphonique, pas d'excuses, juste une carte avec une grange enneigée sur le devant. À l'intérieur, elle avait écrit « J'espère que tu vas bien ». 4 mots. Après 26 ans avec Marilyn, cela relevait pratiquement d'une négociation d'otages. J'ai ri et je l'ai mise au recyclage. Je ne la détestais pas. Je n'avais pas non plus besoin d'une relation avec elle. Pendant un certain temps, j'ai continué à penser à ce que Marc avait dit ce dimanche-là. Sans moi, elle n'aurait rien. Au début, je pensais que mon travail était de lui prouver le contraire, de gagner plus d'argent, de construire une nouvelle vie spectaculaire, de devenir si réussi que tous ceux qui avaient ri à la table de Marilyn se sentiraient stupides. Mais cela aurait quand même signifié les laisser décider de ce qui comptait. J'avais travaillé. J'avais élevé notre fille. J'avais aidé à construire une entreprise. J'avais soutenu un homme que j'aimais. J'avais aussi fait des erreurs. L'une d'elles était de rester silencieuse si longtemps que finalement, le silence a commencé à ressembler à un accord. À 52 ans, j'ai enfin compris quelque chose que j'aurais aimé comprendre à 32 ans. Maintenir la paix n'est pas toujours la même chose que de se taire. Parfois, se taire ne fait que rendre la version que quelqu'un d'autre a de vous plus facile à croire. Marc n'a pas tout perdu. Moi non plus. Ce n'a jamais été le but. Je n'avais pas besoin de sa moitié. J'avais juste besoin qu'il arrête de revendiquer la mienne. Et plus important encore,
j'avais besoin d'arrêter de donner à quiconque l'autorité de décider de ma valeur. Si vous avez déjà vu quelqu'un s'attribuer le mérite d'un travail que vous avez tranquillement accompli, vous savez probablement pourquoi ce dîner m'est resté en mémoire. Et si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a passé des années à être sous-estimé, peut-être que vous pourriez la partager avec cette personne.